Nous sommes le 29 février 2024. J'insiste, 29 février. Vous le savez, mesdames, messieurs, un 29 février, ça ne vient pas tous les ans. Passé celui-ci, il faudra attendre encore 4 ans pour en avoir. Un jour rare, pourrais-je dire, et que je pourrais comparer à ces opportunités qu'il nous arrive de rencontrer fortuitement. Il vous est peut-être arrivé de ne pas avoir saisi une occasion qui vous était offerte, ne sachant peut-être pas que c'était l'opportunité du siècle et de regretter après coup, merde, si je savais. Ça me fait penser à mon professeur de français, Kossi Viniquin, lorsque j'étais en terminale A1 au lycée Bianzin à Porto-Novo. Il avait cette géniale idée de nous faire un accompagnement psychologique à chaque fois qu'il venait au cours. Et nous parlait de cette tribu, je ne me rappelle plus exactement, les Égyptiens ou les Indiens, qui se représentaient la chance d'une certaine manière. Une figure d'homme ou de femme, avec un bâton en main, une touffe de cheveux devant, et tout le reste de la tête était rasé. Pour dire que la chance est comme cette touffe de cheveux. Lorsqu'elle se présente à vous et que vous ne la saisissez pas, derrière, il n'y a plus rien, c'est rasé. Alors, mesdames, messieurs, pendant que vous êtes là, chez vous, à réfléchir, à procrastiner, peut-être, il y a une occasion qui vous attend quelque part et que vous devrez saisir, comme ce 29 février qui partira et qui ne reviendra plus. En tout cas, pas avant 4 ans. Levez-vous, allez-y, occupez-vous de ces défis que vous avez à relever. Laissez ceux qui s'occupent de vous, de votre échec, ceux qui prennent votre échec comme étant leur combat, laissez-les à Dieu. Dieu, lui, les combattra. C'est ceux qui ont déjà essayé plusieurs fois et ça n'a pas marché. Et comme le dirait Loi Kemi, Egolo, c'est avec ça que je vous installe. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Credo mede e wagbe no fombo no do awanfue na eche kojinie do ya ome hey we no no mimbara ovi mandi khasio takale blana azwanvi ala batana wa hey we no no mimbara ovi mandi khasio takale blana azwanvi Kemi, beto como ai DJ, mauma calon, do naicero deme, na yemendita, beaucoup tole, c'est l'ambolo, guamado do bewe no chogo kue. Edo ya no mimba, tonton wa kame no mi. Oh seche malong pede, yedo bonu mimba. Ekwe so no mimba, yedo ya no mimba. Egolo, mauche malong pede. Egolo ye, egolo ye, egolo ye. Do mauti do wate me. La vie nous réserve beaucoup de surprises, mes frères et mes sœurs. Gardez l'espoir et votre courage, restez collés à la prière. La vie nous réserve beaucoup de surprises, mes frères et mes sœurs. Gardez l'espoir et votre courage, restez collés à la prière. Au ciel, il y a un Dieu qui veille sur ses enfants. À lui, il faut s'accrocher, il saura vous protéger. Au ciel, il y a un Dieu qui veille sur ses enfants. À lui, il faut s'accrocher, il saura vous protéger. Egolo, 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 egolo.
wakamenu ye nagolo. Setwe mnalong bede. Ye wabodo we ye nagolo. Ye kwisonu we ye nagolo. Tuntwa wakamenu we ye nagolo. Mautwe mnalong bede. E nagolo ye. E nagolo ye. E nagolo ye. Do mauti do wato me ye. E nagolo ye. E nagolo ye. E nagolo ye. Do mauti do wato me. Madame Coca Linda. Ma maman chérie. Era sa gosse. À tous mes fans. Tous ceux qui adorent ma musique. Et nagolo ye dan dan dan. Dan dan dan. Et dan dan dan. Cette maya jaru pon bere bere. Et golo ye. Et nagolo ye. Oh, Dédicace à ma marraine Adeni Mariam, épouse Titani. ainsi parla l'Éternel, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et Nangolo Yé, en langue Gon-Oufon, dans la partie méridionale du Bénin, ça voudra dire qu'ils auront beau essayer de vous faire tomber, vous faire chuter, ils auront beau programmer votre chute, votre échec, ça n'arrivera pas. Quelqu'un s'appelle sur ce plateau Macintosh Insea. Océana Mousso. Bonjour Saturné. Bon, Macintosh Insea, c'est ce que je voulais dire. Exactement. D'attaque pour ce matin pour l'exercice. Absolument, surtout avec cette chanson de Olu Akemi, je me retrouve parfaitement dedans. Ouais. Je crois que c'est ce qui a inspiré mes parents à me donner Macintosh Insea. L'ennemi n'est jamais le destin, jamais. N'est-ce pas? Jamais. Laissons le reste dans les mains de Dieu. Absolument. Lui, il veille sur nous. Sur Théâtre ce matin, notre arrêt traditionnel, quand nous introduisons cette émission, c'est celui qui nous conduit à lire les titres à la une des journaux parus. Rendez-vous que nous n'allons pas manquer de respecter. Les journaux d'aujourd'hui reviennent sur la dernière rencontre des députés ici au palais de la Marina. Ils étaient en séance, vous le savez, c'était le mardi dernier, autour de plusieurs points. La primeur, dans sa parution d'aujourd'hui, nous livre le compte rendu, entre autres, Assemblée nationale, on peut lire à la une de ce journal, la loi sur le taux d'intérêt légal et sur les infractions boursières sur le marché de l'UEMOA, adoptée. L'économiste qui a fait de l'économie sa ligne éditoriale, titre à propos, secteur financier au Bénin, de nouvelles lois sur le taux d'intérêt légal et les infractions boursières. L'affiche du jour en parle aussi, Assemblée nationale. La 9e législature dote le Bénin d'une loi pour encadrer le taux d'intérêt légal. Il n'y a pas que ce titre à la une de l'affiche du jour qui parle de l'Assemblée nationale. Le journal annonce aussi, palais des gouverneurs de Porto Novo, les députés en plénière ce jour autour de 9 points. Sauf que la séance n'est pas prévue pour aujourd'hui. Elle est prévue plutôt pour demain, vendredi. Donc, les députés ont déjà rendez-vous avec vous pour poursuivre la session extraordinaire en cours. Donc, à lire à la une de l'affiche du jour. Les députés en plénière, je dirais, demain, autour de 9 points. Et je passe à la une de l'autre quotidien pour l'actualité parlementaire. On pourrait lire « Adoption, loi sur la finance et ratification de conventions. Les députés ouvrent la voie à la régulation financière saine au Bénin ». Bon, il y a le « là » qui manque, mais on va quand même le dire ainsi. « Adoption, loi sur la finance et ratification de conventions. Les députés ouvrent la voie à la régulation financière saine au Bénin ». À la une d'un autre journal, il s'agit de décryptage info. Qu'est-ce qu'on peut lire? Assemblée nationale, la loi sur le taux d'intérêt légal et les infractions boursières sur le marché de l'UMOA adoptée.
Nous passons à l'emblème du jour qui nous titre « Assemblée nationale, les députés votent les lois sur le taux d'intérêt légal et sur les infractions boursières sur le marché de l'UEMOA ». Et toujours à propos de l'Assemblée nationale, révision de la Constitution à l'Assemblée nationale. Le beau temps avant la tempête s'interroge, l'emblème du jour. Les députés passent aux travaux en plénière demain. Renseigne donc le journal avec exactitude. Autre information à lire à la une des journaux parus ce jour, cette descente de quelques ministres du gouvernement à la frontière entre le Bénin et le Niger pour se rendre compte de l'ouverture des frontières annoncées au sommet extraordinaire de la CEDEAO la semaine dernière déjà. Et on peut lire à la une de Fraternité à propos ouverture de la frontière Bénin-Niger. 3 ministres font l'état des lieux, une bonne démarche, mais des attentes légitimes des populations. Le matin, Malanville, non-levée des barrières nigériennes à la frontière de Gaïa, des membres du gouvernement Talon font le constat. Les 4 vérités à sa une, titre « Après la levée des sanctions économiques par la CEDEAO, 3 ministres du gouvernement à Malanville hier, nous sommes ici pour constater l'effectivité de l'ouverture de nos frontières vers le Niger, Dixit Abdoulaye Biochane à la une de ce journal. Et nous terminons avec le journal Le Matinal. Réouverture de la frontière avec le Niger, le gouvernement constate l'effectivité. Nous fermons les frontières de la une des journaux pour ouvrir celle du bulletin d'information et comme un soleil déjà sur ce plateau qui contraste avec le noir que je suis. Océane Amoussou. Un noir très beau, Saturne. Très beau. Merci. Ne vous inquiétez pas. Écoutez, des compliments venant de Océane, je même sais que la rédaction de télévision hémicycle reçoit plus de balles que de bonbons. Je suis désolée. Merci. Pourvu que ça dure. J'espère qu'avant la fin du bulletin, à la fin du bulletin, qu'elle va revenir, je ne prendrai pas de balles. Non, je ne crois pas. Alors, place au bulletin d'information. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin de l'information. Le mardi 27 février dernier, les membres de l'Assemblée nationale ont adopté 3 différents textes de loi. Il s'agit de la loi relative au taux d'intérêt légal, celle portant autorisation de ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union africaine des télécommunications et la loi relative aux infractions boursières sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. Voici le compte rendu de Estelle Dokon. C'est à l'unanimité de la représentation nationale que 3 projets de loi ont été adoptés au cours de cette séance plénière. Le premier est relatif au taux d'intérêt légal en République du Bénin. Les commissions 3 et 4 saisies pour avis ont accordé leur conformité au rapport de la Commission des finances à qui incombe l'étude du fond de l'examen de ce projet de loi. Quel est l'intérêt pour notre pays, le Bénin, d'adopter ce projet de loi? Il faut dire que l'élaboration de ce texte de loi permettra de se conformer à la pratique relevée dans la plupart des pays, consistant à séparer la législation sur l'intérêt légal de celle réprimant les pratiques usuraires. Au cours des différentes discussions, les députés ont soulevé des inquiétudes, mais aussi et surtout la nécessité de renforcer l'arsenal juridique du Bénin en matière de taux d'intérêt légal. Nous sommes d'accord que cette loi, Monsieur le Président, une fois adoptée, mérite d'être vulgarisée. Sérieusement, parce que les pratiques usuraires, ce n'est pas dans les institutions officielles qu'on les constate. Et lorsque nous adoptons cette loi, c'est que nous empêchons les opérateurs économiques, les petits opérateurs économiques, des coins reculés à avoir les moyens de développer leur économie. Que faisons-nous pour que ces personnes-là qui profitaient hier de ces crédits que nous appelons à taux usuraire, que faisons-nous pour que ces personnes-là aussi puissent développer leur économie? Ce que nous appelons taux d'intérêt là, je me demande comment on le calcule dans nos milieux ruraux là-bas.
On sait seulement que l'argent va augmenter de tel montant, mais on ne calcule pas des taux pour dire on est en dessous du taux usurier, en dessous du taux légal ou au-dessus du taux légal. Après avoir adopté le test, les députés ont procédé à l'examen du projet de loi relatif aux infractions boursières sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. Il faut dire que le projet de loi a pour objectif global de rendre effective la répression des comportements délictueux sur les marchés financiers par l'établissement d'une gamme de sanctions proportionnées, dissuasives, le tout couronné par une application plus efficace des règles du marché financier et la création d'un cadre communautaire de répression des infractions pénales susceptibles d'y être commises. Au total, 6 titres subdivisés en plusieurs articles sont passés en revue avec quelques interventions lors de ce travail parlementaire. Interventions qui ont abouti à l'adoption de l'ensemble du texte de loi à l'unanimité des députés présents et représentés. Un peu plus tard dans la nuit, la séance plénière de ce mardi a également permis l'adoption du projet de loi portant autorisation de ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union africaine des télécommunications adoptées respectivement au Cap en Afrique du Sud le 7 décembre 1999 et à Harare au Zimbabwe le 10 juillet 2014. Comme l'a annoncé Estelle Doponou, au cours de l'examen du projet de loi portant autorisation de ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union africaine des télécommunications, les élus du peuple ont souligné l'importance du projet de loi. C'est en effet, selon eux, une loi qui vise à renforcer la coopération régionale dans le domaine des télécommunications en Afrique. La loi passée au vote a été adoptée à l'unanimité des députés présents et représentés. Et c'est Stéphanie Dekwe-Mandora qui nous propose d'écouter quelques députés au cours des débats. L'adoption de ce projet de loi permettra au Bénin de développer des réseaux et services de télécommunications d'une manière concertée, planifiée et intégrée. Elle permettra par ailleurs de promouvoir le développement rapide des télécommunications sur le territoire national en vue de réaliser l'accès aux services universels à tous, ainsi qu'une connexion totale avec les autres pays de la manière la plus effective et la plus efficace, en intégrant les opérateurs du secteur privé dans le processus de développement des télécommunications en Afrique. En conséquence, la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme suggère son adoption à la plénière. L'année dernière, notre pays, en matière de qualité de vie numérique, était dans le top 10 africain et devant le Rwanda, qui était son exemple d'ailleurs. Et l'adhésion, en tout cas, la ratification de cette convention et de cette constitution constitue sûrement des outils qui viendront améliorer davantage ces performances que notre pays engrange depuis quelques années dans le domaine du numérique. Feu président Kadhafi avait envisagé le lancement d'un satellite de communication qui devait couvrir l'Afrique. Est-ce que notre communication sera toujours logée dans la communication des autres, ou il est envisagé que l'Afrique quand même soit autonome par rapport à sa communication? La ratification de toute convention internationale revêt, pour ma part, une importance primordiale, car elle engage la responsabilité de notre nation et impacte directement la vie de nos concitoyens. Il est impératif que les mécanismes de suivi mis en place soient rigoureux. La représentation nationale se retrouve demain à partir de 10h à l'hémicycle pour continuer l'examen des différents points à l'ordre du jour de cette session extraordinaire. Savez-vous qu'à partir de demain, 1er mars 2024, tout conducteur d'engin à 3 roues
sans casque sera systématiquement interpellé par les éléments de la police républicaine et il en sera de même lorsque les passagers remorqués n'ont pas de casque selon l'annonce qui a été faite. À Porto-Novo ici comme ailleurs, le port du casque n'est jamais un exercice facile pour tous les usagers. C'est ce que nous dit Estelle Dopounou. C'est un dispositif dont la vocation est de protéger la tête du motocycliste ou du passager contre les traumatismes crâniens, des dommages qui pourraient survenir en cas d'accident de circulation. Le casque est un outil capital lorsqu'on est à moto et la population en est bien consciente. C'est une habitude parce que si vous voyez moi mon casque, quand je la porte, ça ferme partout. Ça me protège contre la poussière que je dois inhaler, ce qui doit aller sur mes yeux, ça me protège beaucoup. Donc moi c'est déjà une habitude pour moi. Quand je suis à moto, je sais que c'est obligatoire pour moi de porter le casque. Je ne peux pas rouler sans casque. C'est déjà une routine. Je ne peux m'empêcher de le mettre. Même quand je démarre, avant de démarrer, je sens qu'il y a quelque chose en moi qui me manque. Donc c'est une habitude. Et pourtant, le port de casque est toujours considéré comme une pratique facultative chez certains usagers de la route. Néanmoins, la plupart des conducteurs de taxi-moto s'exécutent quand même. Il n'y a que nous, les conducteurs de taxi-moto, qui sommes dociles en la matière. Quand nous demandons à nos clients de mettre le casque, ils nous rabrouent. Le port de casque n'est pas une mauvaise pratique, que tout le monde porte simplement son casque. Ça nous protège, nous-mêmes, en tant qu'usagers. Malgré ça, nous constatons que des gens n'aiment pas le porter. Pour quelles raisons, je l'ignore. À Porto-Novo, comme ailleurs au Bénin, les usagers de la route sont régulièrement contrôlés en ce qui concerne le port du casque par les forces de l'ordre. L'opération de répression est presque systématique et impitoyable. Un fait apprécié des citoyens, mais avec incommodité. C'est une chose pour laquelle la police ne doit normalement pas nous répresser parce que ça nous protège, nous-mêmes, en tant qu'usagers. Je crois que la répression en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'on a l'impression que la population porto-novienne est entre griffes, têtue. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas rentrer dans Cotonou sans casque. Et pourquoi ça se passe ainsi à Porto-Novo? Néanmoins, j'ai un petit gêne en la matière. Je crois que la manière, la forme utilisée par la police n'est pas souvent la meilleure. Parce que celui qui n'a pas porté son casque, vous voyez déjà, est fait demi-tour. Je crois que la police n'a pas besoin de pourchasser. Aujourd'hui, nous le voyons devant nos regards impuissants. On voit que la police pourchasse avec une cicotte en main. Les casques, il en existe de plusieurs types avec de multiples formes et caractéristiques. Les usagers de la route, en vue de leur protection optimale, sont invités à opter pour les casques homologués. Selon les autorités policières du Bénin, les motocyclistes n'ayant pas porté de casque en circulation seront privés de leur moto et soumis au paiement d'une amende de 6 000 francs CFA au trésor public, sans compter les frais de fourrière. Nous joignons donc nos voix à celles de la police républicaine pour vous inviter à effectivement porter vos casques. D'ici là, portez-vous bien. Un sage conseil que je porte en écho, vous ne portez pas vos casques pour le policier que vous rencontrez parce qu'il y en a, quand ils veulent sentir qu'il y a un policier qui est en vue, ils mettent leur casque et passer le policier, ils enlèvent le casque. Dieu n'ose, on ne souhaite pas que vous soyez en situation de vous rendre compte de l'utilité d'un casque. Exactement. Le casque ne coûte rien. Sinon, comparez le prix du casque à ce que coûte votre tête. Est-ce que votre tête, votre vie a un prix? Exactement. Pourquoi ne pas porter un casque pour vous préserver contre d'éventuelles chutes, d'éventuels chocs, un traumatisme, au meilleur des cas, si vous arrivez à vous relever, exactement, on ne s'en remet pas, en quelque sorte. Merci, Océane Amousso. Je vous en prie. Et bonne suite de journée. Merci, pareil à vous. On passera pour continuer à manger des chocolats, des compliments de chocolat. Lui, Gilles Christidi, il a reçu pour vous Nourenou Achale, le président du groupe parlementaire Les Démocrates, sur la proposition qu'il fait pour la relecture du code électoral. Vous l'avez déjà suivi il y a quelques jours.
Puisque c'est l'actualité de l'Assemblée nationale, pourquoi ne pas vous permettre de suivre en nouvelle diffusion cet entretien tout de suite? C'est un grand débat dans le pays depuis le 4 janvier dernier où la Cour constitutionnelle a rendu sa décision DCC 24-001 en demandant aux députés d'harmoniser l'égalité de pouvoir entre parrain maire et parrain député dans le cadre des élections générales de 2026. Au moment où le député Hassan Seibou du groupe parlementaire Bloc républicain a introduit une proposition de loi portant révision de la Constitution à l'Assemblée nationale et que Nathan Ake du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau a quant à lui introduit une autre proposition de loi portant relecture du code électoral, eh bien, le député Nourenou Atchadé a également introduit à l'Assemblée nationale une autre proposition de loi portant relecture du code électoral. Le texte prévoit, entre autres dispositions, la suppression du quitus fiscal pour tout dossier de candidature aux législatives, la baisse du taux de pourcentage obtenu par les partis politiques pour désormais lever tout siège au Parlement, etc., etc. Alors, que comprendre de cette proposition portée par les députés du groupe parlementaire Les Démocrates? Nous recevons sur ce plateau l'auteur de ce texte introduit au Parlement, honorable Nourenou Atchadé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être venu répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir. Oui. Vous êtes président par ailleurs du groupe parlementaire Les Démocrates ici à l'Assemblée nationale. Merci d'être là. Merci beaucoup. Alors déjà d'entrée, pourquoi avez-vous jugé utile d'introduire une proposition de loi portant relecture du code électoral? Est-ce parce que vos collègues ont fait qu'il fallait faire quelque chose ou pas? Non, pas du tout. Je suis député au même titre qu'eux. Et j'ai le droit de faire ma proposition de loi. Ce que j'ai fait, j'ai utilisé mes prérogatives. Et vous n'êtes pas sans savoir que la Cour constitutionnelle a émis un avis et qui nous demande de rétablir l'égalité entre les maires qui seront élus en 2026 et ceux en exercice en ce moment. Et nous avons jugé, et comme vous le savez, on avait rencontré le chef de l'État et le parti Les Démocrates et nous lui avions dit qu'il y a des dispositions du code électoral qui ne permettent pas l'inclusion des élections dans notre pays, qui ne permettent pas la transparence et qui sont source de conflits et qu'il faut les revoir. Et il avait promis de nous soutenir dans notre démarche et qu'il fallait mettre ça en forme pour que ça soit revu. Donc, c'est cette démarche, ces différentes démarches que nous avons depuis, à la recherche de la paix, à la recherche des élections inclusives, à la recherche des élections transparentes, qui nous ont amenés à faire cette proposition parce que pour toute élection dans notre pays, une élection transparente, c'est le code électoral qu'il faut viser. C'est ça. Et il y a eu, avant vous, des propositions. Par exemple, Nathan Ake du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau a voulu qu'on relise le code électoral, mais vous aussi. Sauf que les dispositions que vous avez visées ne sont pas forcément les mêmes que celles que lui, il a visées. Dans votre proposition, qu'est-ce que vous entendez réformer? Oui. D'abord, nous avons répondu à la préoccupation de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, si vous suivez très bien la Cour constitutionnelle, dans sa démarche, dans ses considérants, je crois que c'est à la page 7, la Cour constitutionnelle dit que le parrainage des députés n'a aucun problème. OK? Que c'est la 9e législature qui est à même apte à parrainer. Alors, il reste que les maires. Il y a certains qui déjà, du 1er février au 5 février, seront déjà élus
élus, les nouveaux maires. Oui. Et dans ce cadre-là, puisque c'est le 5, le dépôt des dossiers de candidature, ces maires-là pouvaient aussi prétendre à parrainer, ce qui fausse le jeu. Et c'est ça que la Cour a voulu qu'on rétablisse. Alors, si les députés de la 9e législature peuvent parrainer, ce qui reste à faire, c'est de faire en sorte que les maires qui sont en place actuellement parrainent. Parce que l'installation du maire court du 1er février au 15 février. Donc, il faut sortir la date du dépôt des dossiers de ce engrenage-là pour permettre que les maires actuels votent. C'est pourquoi il faut augmenter le nombre de jours par rapport au dépôt des dossiers de candidature de l'élection à la fonction présidentielle. La loi actuelle dit 50 jours avant le début des campagnes pour le premier tour, il faut déposer les dossiers. Ce qui fait je crois le 5. Ce qui fait le 5, la date, ce qui revient à la date de 5 février. 2026. Alors, il suffit de dire 60 jours avant le début, aucun maire n'est encore installé. C'est ce que nous avons fait. Et ça permet aux anciens maires de parrainer et aux nouveaux députés, aux anciens députés également de parrainer. Mais nous sommes dans le cadre légal. Nous voulons quand même faire justice. Parce que si on dit que c'est les prochains maires et les prochains députés, imaginez que dans notre situation, nous n'avons pas de maire. Mais c'est la question que j'allais vous poser. Oui, ça ne nous dérange pas, mais... Il y a certains de vos collègues qui estiment que pour résoudre ce problème, puisqu'il faut voir même au-delà de 2026, peut-être même en 2031, 2036, etc., ils estiment que ce n'est pas normal que les élections présidentielles, par exemple, soient organisées avant les législatives. Enfin, que les législatives aient lieu dans ce délai-là, avant la présidentielle, et que peut-être, si on installe une législature là maintenant, alors qu'on ne connaît pas encore le chef de l'État, qu'il y a peut-être des problèmes de lisibilité politique. Et ils ont des problèmes particuliers. Ils ont des problèmes particuliers. Dans notre pays, comme ça. Je peux répondre comme ça. Pourquoi? Dans notre pays, nous ne sommes pas dans une... comment on dit, dans une... c'est pas une mandature, je crois, on dit une mandature, nous sommes dans une mandature présidentielle et non législative. Un régime présidentiel. Un régime présidentiel et non un régime parlementaire. Oui. Le député n'a aucun pouvoir sur le président. Le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Et vous savez, les élections, c'était 4 ans. Nous les avons organisées comme ça par le passé. Parfois, on organise les présidentielles avant. Parfois, on organise les législatives avant. Ça n'a tué personne. Le problème qui pose à sa source ailleurs, à ces problèmes, ces difficultés ailleurs. Nous pouvons, et je dis, mais on n'était pas là à la 8e législature quand nous avons pris la décision d'organiser d'abord les législatives avant les présidentielles, dans le cadre des élections générales. Qu'est-ce que le problème se pose? Est-ce que nous l'avons déjà testé? Est-ce que nous l'avons essayé, ça n'a pas marché? Quel est le problème? On n'a pas essayé. Ils ont voté. C'est eux-mêmes qui ont proposé. Nous sommes au premier essai. Ils disent ça ne va pas marcher, il faut changer. Non. À quelle école ou comment ont-ils procédé pour savoir que ça ne va pas marcher? Je crois qu'il faut essayer ça. C'est eux qui ont proposé. Et il faut aller modifier la Constitution pour revenir sur ce qu'ils sont en train de dire. Non, nous on pense que à l'heure actuelle, on ne peut pas modifier la Constitution. Il vaut mieux essayer ça. Et ils savent, la Cour constitutionnelle, dans sa lecture, a vu que on peut modifier, on peut faire ces différentes modifications sans toucher à la Constitution. Et c'est ce que nous avons proposé.
Très bien. Et une fois que vous avez proposé cela, vous êtes allé au-delà de cette proposition. Oui. Président Atchade, vous avez par exemple suggéré qu'on puisse retoucher à la question du quitus fiscal, par exemple. Oui. Pourquoi? Nous avons proposé qu'on retouche à plusieurs articles. Je vous ai dit à l'entame que les questions qui ne permettent pas la paix dans le pays, des questions qui ne permettent pas et la transparence, il faut les toucher. Nous avons demandé à ce qu'on touche à l'article qui concerne le coordonnateur d'arrondissement. Je crois que c'est l'article 37 par là. Nous avons demandé de modifier l'article pour que, au lieu que ce soit le coordonnateur d'arrondissement, que ce soit la commission d'arrondissement. Pourquoi? Parce que le coordonnateur d'arrondissement, c'est un homme. Il est corruptible. Et nous l'avons vu par le passé, à plusieurs endroits, dans beaucoup d'arrondissements. Ils ont été faillibles. Ils ont failli amener le pays dans le désastre. Certains diraient que malgré ça, vous êtes là aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Certains diraient que si ça avait été si catastrophique, peut-être ne seriez-vous pas vraiment déclaré à même siéger à l'Assemblée. Peut-être que je serai là avec beaucoup plus de députés. Peut-être que je serai là avec beaucoup plus de députés. Comme vous le savez, c'est l'administration qui délivre. Et le patron de l'administration est politique. Et il a des adversaires politiques. L'administration est impartiale dans ces cas de figure et nous pensons que nous sommes le seul pays au monde qui aujourd'hui a le quitus fiscal dans la composition des pièces pour aller aux élections. Et pourquoi ça doit être le cas au Bénin? Nourène Ouachade, oui. vous êtes allé au bout de votre argumentaire. Sur la question du quitus fiscal, oui. Est-ce que logiquement, lorsqu'on met une telle, on va dire, une telle pièce dans les dossiers de candidature, est-ce que ça ne témoigne pas de l'intégrité fiscale, de l'honnêteté du citoyen qui veut gérer quand même la cité? Est-ce que vous pensez Est-ce que peut-être la solution ne serait pas de mettre peut-être des contraintes du côté de la Direction générale des impôts pour qu'elle puisse se mettre à jour, mettre des délais peut-être pour délivrer le quitus fiscal? Dans la loi actuelle, il y a eu des contraintes. Mais nous étions à la Cour constitutionnelle avec le directeur des impôts. Mais il a argué de ce qu'il n'avait pas suffisamment de personnel pour traiter à temps les dossiers. Et deuxièmement, j'avoue que les dispositions actuelles contiennent ce que vous êtes en train de dire. L'homme ne peut pas donner plus que sa capacité. Oui, mais pour moi, les pauvres camarades, avec les quitus fiscaux, vous êtes quand même élu aussi. Les pauvres camarades qui sont là, directeurs des impôts, techniciens, mais on les chicane pour rien. On les chicane pour rien. Je dis, il y a des quitus fiscaux qui sont délivrés et qu'on a retenus. Et c'est sous pression, les gens ont obtenu ça et que lorsque vous prenez, vous regardez la date de délivrance, c'est il y a 2 semaines avant. Mais pourquoi n'a-t-on pas donné à temps les quitus fiscaux? Ce n'est pas normal. Ce que nous disons, il faut être dans l'arène pour comprendre ce que nous disons. Le quitus fiscal est devenu une arme d'exclusion. Et ce n'est pas pour les partis de l'opposition seuls. Lorsque vous êtes dans le viseur, vous êtes du parti de la mouvance, et que vous êtes dans le viseur que vous ne devez pas aller aux élections, vous n'avez pas votre quitus fiscal. Il y en a qui l'ont. On se connaît, on est béninois. Mon cher ami, nous sommes béninois. Chacun sait ce que chacun fait au Bénin. Il y en a qui l'ont, vous vous étonnez de comment il a. Bon. Comment lui, il a pu l'avoir. Donc, moi, je dis, je vous dis et je répète, c'est une arme d'exclusion. Et nous sommes les seuls pays au monde qui avions encore ça dans notre arsenal. Je l'ai dit, au Sénégal, ils avaient ça, c'est là on a copié au départ. Ils ont sorti ça de leur loi. Pourquoi nous on maintient? C'est pour quelle raison nous on maintient?
Peut-être pour... j'ai parlé d'assainissement des finances. L'assainissement des finances. Aujourd'hui, je félicite... C'est un peu comme le casier judiciaire. Je félicite, s'il vous plaît, je félicite ce qui se fait par rapport à l'assainissement de notre économie. Je félicite ce qui se fait par rapport à la digitalisation des recettes. Vous allez dans un bar, vous mangez aujourd'hui, on vous sort votre reçu, vous regardez, vous payez la TVA. Mais ça se fait dans beaucoup de pays. En Afrique du Sud, dans les grands pays, ça se fait. Mais je suis d'accord qu'on fasse ça. Mais qu'on chicane les gens politiquement avec ça parce que on dit c'est une manière. Mais quel quitus fiscal le ministre et les ministres du gouvernement ont fourni pour être membre du gouvernement? D'accord. Quel quitus fiscal les membres de la Cour constitutionnelle ont produit pour être membre de la Cour constitutionnelle? Moi, je suis député, je suis à une plus haute fonction que les ministres. Les conseillers communaux, ils sont à une plus haute fonction que les ministres, que les membres de la Cour constitutionnelle. Ont-ils produit un quitus fiscal pour être nommé? Non. On cherche à mettre les barrières. C'est comme on a mis le certificat de conformité pour éliminer. D'accord. En 2019, le jour où ils ont trouvé le certificat de conformité, c'est le jour où ils ont distribué le quitus fiscal à tout le monde. On les a déjà éliminés. On va évoluer avec peut-être d'autres choses que vous avez demandé, puisque aussi le temps presse. Peut-être avez-vous souhaité aussi qu'on puisse revoir à la baisse le taux qu'il faut avoir en termes de suffrage exprimé au plan national pour lever les sièges à l'Assemblée. Actuellement, c'est 10%. Mais vous proposez qu'on en arrive à 5%. Est-ce que ce n'est peut-être pas pour... je vais dire, fragiliser la réforme politique. Puisque on a entendu le chef de l'État dire, si vous proposez des réformes pour consolider lui, il soutiendrait, mais le contraire, non. Non, consolider ne veut pas dire augmenter le pourcentage. Pour les législatives, même les communales, c'est 10%. Nous n'avons pas fragilisé. Nous avons dit qu'il faut aller à 5%. Même à 5% à la date d'aujourd'hui, pour les élections passées, aucune autre formation ne passait. C'est les 3 qui sont passés là. Parce qu'après les 3, aucune autre formation n'a eu 5%. Ça témoigne peut-être de la force des partis, non? Oui. C'est pourquoi nous avons pensé qu'au lieu d'éliminer les partis politiques par ce canal, il vaut mieux favoriser peut-être 1-2 formations politiques qui peuvent avoir aussi accès à la vie en ayant quand même si c'est au niveau local, des conseillers mais ailleurs, il y a des candidatures indépendantes. Mais ces pays-là ne sont pas des pays démocratiques. Au Sénégal, on a des candidatures indépendantes. En Côte d'Ivoire, on a des candidatures indépendantes. Pour les législatives? Pour les législatives et pour les locales. Mais pourquoi nous on pense qu'il doit y avoir des partis uniques? C'est peut-être pour faire de vos partis des partis forts, non? Non, on est déjà fort. On est déjà fort. C'est l'électeur qui dit qui est fort. D'accord. Ce n'est pas la loi qui dit qui est fort. Donc, moi je pense, j'ai pris l'exemple de Porto-Nouveau où nous sommes, où les Porto-Nouveaux ont voté pour le PRD. Et au finish, c'est UP qui dirige Porto-Nouveau. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que c'est le modèle que nous voulons? Les électeurs disent c'est celui-ci que je veux. Peut-être à 60%, à 70%. C'est le parti qui a 15% qui vient diriger la ville. Non, ne faisons pas ça. D'accord. La légitimité veut que c'est celui pour qui on a voté qui dirige. Comme ça, on est plus en symbiose avec sa population. Merci à vous, honorable Anouré Nouachadé, président du groupe parlementaire Les Démocrates. Pensez-vous que ça puisse passer à l'Assemblée, cette proposition-là? Nous pensons que si nous avons la même vision, l'inclusivité, si nous avons la même vision... Est-ce que c'est le cas? Quand vous sondez un peu les visions, les positions des uns des autres, vous pensez que... Non, je ne vais pas faire des intentions. J'attends de voir si les camarades veulent la transparence. Je crois qu'ils doivent accéder à ça.
Il ne sert à rien de tricher pour venir s'asseoir à l'Assemblée ou pour être président de la République. Il vaut mieux affronter l'électorat, obtenir vraiment l'assentiment des électeurs. Et lorsque vous sortez à l'extérieur, vous êtes fier de vous-même. Si ça ne passait pas, vous seriez déçu? Je serais beaucoup déçu. Je serais beaucoup déçu. Et nous avons fait en sorte que l'ensemble du groupe parlementaire porte ça? Oui, l'ensemble du groupe parlementaire. Oui, évidemment. Nous avons fait en sorte que l'opinion nous entende. Que l'opinion sache ce que nous voulons. Que l'opinion sache que nous recherchons la paix pour notre pays. C'est le credo de notre groupe parlementaire, c'est le credo de notre parti politique, la paix. Et c'est ce que nous avons fait. Merci beaucoup à vous, honorable Nouré Nouachari, président donc, du groupe parlementaire Les Démocrates. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Et merci à vous aussi, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis de bout en bout. Bonne suite des programmes sur notre antenne. Merci beaucoup. Ainsi parlait Nouré Nouachari, président du groupe parlementaire Les Démocrates, député à l'Assemblée nationale, donc, qui a introduit sa proposition pour la relecture du code électoral. Comment parlera lui, Polo Aounou, en plateau? Bonjour Polo. Bonjour Saturnin Diossou, chers amis internautes et téléspectateurs, bonjour. Vous avez dit internautes, allons sur la toile. La toile reste donc notre surface de réparation sur cette rubrique qui voudrait qu'on envoie droit dans la lucarne les sujets qui auront intéressé les internautes. Polo, 3 comme d'habitude, commençons par le premier. Le premier, il y a une bonne nouvelle, une annonce forte qui a beaucoup plu aux internautes, surtout les Béninois. C'est en marge de la 13e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce que le président de la FIFA, Gianni Infantino, a fait une annonce forte, d'accord, qu'il souhaite avoir des maillots 100% made in West Africa. Pour les maillots qui seront utilisés pour la Coupe du Monde 2026. Dans ce cadre, une mission est annoncée en juin prochain pour le Bénin, en destination du Bénin, pour aller voir dans quelle mesure nouer un partenariat avec la GDIZ. Cet instrument, cette industrie érigée au Bénin qui fait sensation dans toute l'Afrique. Et ça a beaucoup intéressé les internautes et on souhaite partager cette information avec vos amis. Let's go! Voilà. Et c'est sur la page de Allo Bénin que nous avons pioché l'information qui met opportunité pour le Bénin à travers la GDIZ. La FIFA veut des maillots 100% made in West Africa pour la Coupe du Monde 2026 et ses programmes. En juin prochain, une délégation de la FIFA visitera BTS, le plus grand parc textile éco-responsable du monde, situé dans la zone industrielle de Glo-Djibé, CDZ à 45 km de Cotonou, une jointe venture entre Aris IP et le gouvernement béninois. Pendant leur séjour au Bénin, la délégation envisage de finaliser les premières commandes de kits pour le programme scolaire de la FIFA FARS. Et puis, pour aller plus en détail, l'annonce a été faite, comme je l'avais dit tout à l'heure, pour catalyser l'entrée de l'industrie textile naissante en Afrique de l'Ouest, particulièrement dans les nations du C4-1. Et quand on parle du C4-1, on parle des pays où la production du coton est forte. On veut parler du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina Faso. Et on ira tout droit dans les commentaires. Voilà, Yosia Martin Dayela qui met « Nous prierons Dieu pour que cela soit effectif, ce qui fera la fierté de notre cher pays, le Bénin. » Bérénice Chantal Gounou qui met « Ceci grâce à la vision d'un homme qui rêve grand et qui a promis sortir son pays de la honte. La ZDZ est une machine économique installée qui va considérablement régler le problème de chômage au Bénin. Non seulement le Bénin est le premier producteur du coton en Afrique, la GDZ n'aura pas de souci à avoir cette matière première. La FIFA a donc vu juste en venant au Bénin qui répond à toutes les conditions à même d'exécuter un tel contrat. Bravo au président Patrice Talon et à tout son gouvernement. Marc Bahami qui met « C'est une excellente nouvelle pour le Bénin. La possibilité d'avoir des produits made in Bénin pour la Coupe du Monde 2026 pourrait offrir une belle opportunité de visibilité
et de développement économique pour le pays. J'espère que cela se concrétisera et que le Bénin pourra briller à l'échelle internationale. Il y a Allo Pusatier qui met « Le Bénin sera à la Coupe du Monde grâce au maillot Made in Benin. Tout à fait. Rêve de Gernot accompli. » Et l'autre lui répond « C'est ça qu'il s'agit. » Un tout dernier commentaire de Marcelin Edou qui dit « Si cette nouvelle est vraiment vraie, gloire à Dieu et à toutes nos félicitations au président Talon pour ses innovations. La promotion de la GDZ va nous permettre de desserrer nos ceintures un jour. » C'est une fierté si le Bénin voit des maillots produits ici, sur le territoire national, être portés par les équipes de la Coupe du Monde. La FIFA, quand on parle de FIFA, il n'y a pas que la Coupe du Monde, il y a beaucoup de programmes FIFA qui accompagnent. Bon, une autre compétition qui se joue avant le mariage ou qui pourrait se jouer avant ou après le mariage? C'est la question sur laquelle a tranché le coach Amak Boyon, qu'on ne présente plus, et qui met sur sa page. Vous voyez, ça a drainé beaucoup de commentaires, j'allais dire. Hein. Et vous voyez, hier, au moment où je faisais la capture, c'est déjà 603 commentaires. Ce matin, je me suis amusé, c'est déjà plus de 2000. Ça veut dire que le sujet intéresse plus les jeunes. Et la question, enfin, le sujet, il s'agit de quoi? Qu'est-ce que Amak Boyon a dit? Il met ceci sur sa page. Il n'a écrit nulle part qu'il ne faut pas faire l'amour avant le mariage. Il n'est écrit nulle part qu'il ne faut pas faire l'amour avant le mariage. Quelle a été la réaction des internautes? Allez, on y va. Lucien Leboc qui met « Pour ceux qui parlent de fornication, veuillez relire la Bible et savoir faire la différence entre ce qu'on nous enseigne et ce qui est écrit. Faire l'amour n'est pas synonyme de forniquer. » Et puis Dieu donné de poser la question en disant « C'est quoi donc la fornification ?» À Farid Frédéric de lui répondre. La fornication, oui. Voilà. Le catholicisme, c'est le péché, enfin selon le catholicisme, c'est le péché de la chair. Relation sexuelle non approuvée par l'Église. Je répète, selon le catholicisme. Je répète encore, selon le catholicisme. Je dis bien, selon le catholicisme. Si tu ne comprends pas selon les catholiques, encore plus simple, c'est l'Église catholique qui a inventé cela. Et Désiré Ouedraogo qui met, doit-on donc ignorer ce verset 1 Corinthiens 7, verset 2, où il est écrit, toutefois, pour éviter l'immoralité sexuelle, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Mon interprétation personnelle est que cela implique que la sexualité doit être réservée au cadre du mariage. Suis-je dans l'erreur, coach? Et Hyacinthe Conan de lui répondre, vous devriez continuer la lecture jusqu'à ce passage. 1 Corinthiens 7, 6, qui dit, je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je suis allé sur Google pour trouver une partie qui détaille mieux cette partie. Ce que je dis là, ce n'est pas un ordre, mais une possibilité que je vous accorde. Et le verset 7 dit, j'aimerais mieux que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu un don particulier. L'un, celui-ci, l'autre, celui-là. Et Milsa Deo Gracias, qui revient sur la question, et dit, bon, le sexe avant le mariage est un problème éthique et non biblique. À tous ceux qui ont cherché des versets bibliques pour dire que le sexe avant le mariage n'est pas biblique, à quel moment de l'histoire vous avez vu quelqu'un se marier dans la Bible? Comprenons dans quel sens le coach parle. Il n'encourage pas le désordre sexuel. Le mieux pour comprendre ce qu'il dit, suivez son émission sur sa page YouTube. Ensuite, chacun a le droit de procéder comme il veut. Comprenons ce qu'il dit avant de le juger. C'est intéressant parce que le sujet a amené Polo Aounou à aller lire la Bible et à le ressortir des versets en complément. C'est juste pour aider les téléspectateurs à mieux comprendre le débat. Êtes-vous pour le sexe avant le mariage ou après le mariage? Bon, dès lors que je ne suis pas... Enfin, si je dois dire ma position personnelle, je risque de créer d'autres problèmes. Mais je pense que chacun gère la question selon sa compréhension. Il ne peut pas briser son foyer. Allez.
Aller au sexe avant le mariage, pour moi, si c'est la même personne que vous épousez par la suite, le problème ne se pose pas. Ce que dit le coach là, je pense que c'est qu'il faut éviter. La question de ne pas aller au sexe avant le mariage, ce n'est pas une obligation, c'est une question de conscience. C'est une question de conscience. Aller au sexe avant le mariage ou après, le problème ne se pose pas. C'est le désordre, c'est le fait de se partager et qui n'est pas recommandé. Ainsi par là, le pasteur Polo Aounou, rapidement on ira sur le dernier sujet. Mais c'est vrai que ici, c'est vous qui posez la question. Je suis tenté de vous demander quelle est votre position par rapport à ça. Vous avez dit que c'est moi qui pose des questions, n'est-ce pas? Allons-y rapidement sur le dernier sujet. Pasteur Kevin Adjaouya, sa réponse à la régie, il me souffle avec l'oreille dans les oreilles que nous sommes déjà à la fin. Oui, c'est une information qui concerne Rigobert Song, qui désormais n'est plus l'entraîneur de la sélection camerounaise. Cette annonce a été faite sur France 24 par Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football. On met ceci. Dans un entretien, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, annonce que Rigobert Song n'est plus le sélectionneur du Cameroun. Il paye les mauvaises performances de son équipe à la CAN 2024. Dans une courte vidéo de 45 secondes, nous allons suivre exactement ce que Samuel a dit à son ancien capitaine quand les deux étaient joueurs. De la 45 secondes de plus. Laurel, qui ne sera pas d'accord avec nous. Il sera indulgent, je pense. Permettez-moi déjà de rendre un vibrant hommage à Rigobert, qui fut mon capitaine à l'équipe nationale. Il a beaucoup apporté à cette équipe. Mais les lois du football étant ce qu'elles sont, on n'a pas atteint nos objectifs et notre comité exécutif et moi-même, nous ne nous voyons pas en train de reconduire leur contrat. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec lui. J'ai donné nos positions et maintenant il faut penser à l'avenir tout en lui souhaitant plein succès dans sa future carrière. Deux commentaires. Samuel Eto'o donc qui parlait, président de la Fédération camerounaise de football. Et puis deux commentaires. Amadou Sall qui dit vibrant hommage à Song. Il fut un grand champion, un grand défenseur, un grand capitaine, sans oublier qu'en tant qu'entraîneur, il a qualifié les Lions pour le Mondial 2022 sur le stade des Algériens au moment où personne n'y croyait. Chapeau bas, bon vent à lui. Et puis Dadi qui met, c'est pas Eto'o qui l'a viré, mais le ministre des Sports, désormais le choix du sélectionneur revient au ministère du Sport. Et ça a toujours été comme ça, sauf quand Eto'o a pris les rênes de la FECAFOOT, il impose au ministère Song. Maintenant, la présidence a tranché et dit que le choix du sélectionneur revient au ministère. Et pour finir, El Zaza qui dit, vous dites que vous n'avez pas atteint vos objectifs, mais c'est Rigobert Song que vous chassez. Dans la même logique que vous devez, c'est dans la même logique que vous devez démissionner si vous avez de la grandeur. Merci Polo. Je parlais en début d'émission de procrastiner. Ce n'était pas évident de faire la procrastination, pardon. Procrastiner, ce n'est pas chose que nous allons faire ici. Même si on aurait souhaité continuer cette émission, malheureusement, nous sommes bien à la fin. Ah oui. On se retrouve à la semaine prochaine. Et comme pour vous dire que vous, c'est votre vendredi, vous êtes mis à local. Ouais, je me suis fermé. Là, on lève la veste et je vous suis, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur Télé Hémicycle.